Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Au menu de cette rubrique ce matin, santé et politique. Invitez-nous, c'est un monde qui est impliqué, ou qui a milité dans la question santé, ceci depuis plusieurs années, avec une vingtaine de structures de soins, 9 l'hôpital. Je vais parler du docteur Ronald Laroche, qui est directeur exécutif de DASH. Et DASH, c'est Développement des activités de santé en Haïti. Avant même que nous parlions de structure paléo, je vais essayer, pour employer un langage médical même, pour nous essayer de faire le diagnostic de pays d'Haïti en termes de questions de santé. Docteur Laroche, je suis content que vous là avec nous matin pour nous faire quelques échanges. C'est tellement important, question santé pour tout chrétien vivant. D'ailleurs, dire que la santé c'est richesse, la santé c'est la vie. C'est dommage dans le pays nous et je pas croire qu'il y a accordé l'importance que le méritait même gens avec quelques l'autre côté. Bonjour docteur Laroche et merci parce qu'on est là avec nous matin. Merci Wendell et moi merci de l'invitation ça et me profite de saluer tous les auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices de Radio Télémétropole parce que comme vous savez c'est un média que nous ne pas présenté encore étant donné que ça pourrait faire plusieurs dizaines d'années que l'APC est éclairée et fait avancer l'information en Haïti. Merci d'être avec vous. J'aime ça dire là, docteur, et pas quoi c'est difficile même pour un petit monde. C'est-à-dire comme ça, si le terme sans ce terme, non, c'est-à-dire que faire diagnostic, question santé en Haïti, pas quoi c'est trop difficile pour les mêmes, pour l'expliquer, pour dire que même gens avec pays, pas rien cap marché, et bien question santé en tout, c'est peut-être pareil, même si il y a un ministère santé publique qui existait, mais c'est à quel prix? Bon, évidemment, à un moment donné, on va parler d'accord avec moi, que on a l'impression que l'hôpital public, l'hôpital général, t'es qu'on marché, t'es qu'on minimum côté qu'on jeune. Mais depuis quelque temps, avec Jean Paysan a dégringolé, a fait bac, là, on a l'impression, même les autorités, chaque fois, ils ont malade, ils ont un problème, c'est l'autre côté, ils ont gardé, ils ont viré gardé. Qui comprennent le fonctionnement du système de santé en Haïti? Très bien, et c'est pour me dire effectivement que le système de santé que nous avons est un système qui est catastrophique. Et nous ne pouvons pas jamais imaginer nous, que le système nous est capable de dégringoler à ce point. C'est vrai que le pays a une situation critique, c'est vrai que situation sont une situation qui est impossible à gérer, mais la vérité c'est que nos autorités publiques n'ont pris aucune mesure pour permettre à la population d'avoir accès aux soins de santé malgré ce qui se passe actuellement. Moi, je commence par dire que l'homme dit que le système est catastrophique, il est moribond, il est en agonie. Et c'est d'abord parce que nous avons plus de 40 à 50% des hôpitaux et des polycliniques qui n'existent plus dans l'aire métropolitaine. Et ceci, parmi les plus importants. Là, on va prendre l'hôpital général qui sont structures publiques, sanatorium qui sont structures publiques, chancerelles qui sont structures publiques. Ils ont été vandalisés, détruits, ils n'existent plus. Nous avons aussi des hôpitaux forts du secteur privé, comme l'hôpital français, l'hôpital de Saint-François de Sales. Nous avons aussi des hôpitaux qu'on ne peut plus rejoindre, comme Petits Frères et Sœurs, Bernard-Meuse. Ce sont des hôpitaux qui ne sont plus accessibles, Saint-Damien, du fait de la situation, etc. Donc, le système s'est effondré, en quelques mots.
C'est effondré au point de vue infrastructure physique, mais c'est effondré aussi au point de vue personnel. Parce que les Haïtiens, le personnel de santé a pris la fuite. Soit a pris la fuite pour fuir ces structures qui ont été détruites, au prix de la fuite pour même laisser Haïti. Quand on vient l'autre problème d'approvisionnement, les frontières terrestres, maritimes et aériennes étant fermées, on n'obtient plus de médicaments pour gérer quoi que ce soit en Haïti. Vous prenez l'intrant qu'on appelle l'oxygène, il est inaccessible non plus, puisque les principales usines se trouvent sur la route de l'aéroport, personne n'ose y accéder. Le sang, le centre de transfusion de sang donne le sang au compte-gouttes. C'est pas un jeu de mots. Au compte-gouttes, puisque personne ne veut aller pour donner le sang pour être redistribué dans d'autres institutions. Donc le système vraiment est un système en agonie. Et à ceci, il faut ajouter les problèmes d'électricité, les problèmes de carburant, les problèmes d'eau. Donc ce qui veut dire que nous gérons la santé en Haïti avec nos ongles. Et je dois présenter un hommage à tous mes collègues et tous mes confrères, tant du secteur public que du secteur privé, parce que malgré tout, ils font de leur mieux pour essayer de sauver les vies humaines. Alors, moi, j'ai deux bagages. Première réponse, c'est son système qui est catastrophique. Là, on continue à expliquer, on dit li en agonie. Et moun yo même qui captant de soins. Est-ce que vous dites que nous tous sommes morts vivants, docteur? Écoute, la population haïtienne est une population sacrifiée. Elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée d'un côté avec ce que les gangs ont fait de l'ère métropolitaine et dans d'autres villes de la province. C'est une population sacrifiée. Mais je le dis souvent, c'est une population sacrifiée aussi par rapport à la réponse que les autorités apportent à cette crise. Donc nous sommes doublement sacrifiés. Et je pense que s'il n'y a pas une reprise en main rapide, efficace de la situation, eh bien nous pouvons finir, comme a dit le docteur Pape, mon confrère, et comme une situation de Rwanda en Haïti. Rwanda, c'était un génocide, oui, docteur? Eh bien oui, c'est un génocide. Et un génocide, c'est la destruction d'une population. Nous vivons actuellement cette destruction de nos populations, d'un côté par les gangs. Ce n'est pas une guerre de religion ou de raciale comme au Rwanda, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que nous vivons, la population est décimée, en train de fuir partout, boîte sous l'eau. Et de notre côté, nous avons elle est décimée par l'incapacité des autorités d'adresser la problématique. En tant que médecin, on fait face à qui mode de pathologie, je dis, qu'est-ce qui est plus récurrent, qui est plus présent et que ces situations payantes ont provoqué? La première chose, il faut dire que nous avons une conséquence directe de l'action des gangs armés sur Haïti. C'est-à-dire que les plaies par balles, et ça afflue, les balles parfois perdues, quelqu'un est sur une camionnette, et puis brusquement, il voit que son bras est en sang, et puis il n'a pas entendu la balle, il n'a pas vu ça passer, mais il voit que bras presque raché, on est obligé de courir à l'hôpital. Donc nous avons un système de guerre, en fait, où on tire de tous côtés, et personne ne sait qui tire sur qui. Simplement, balle à voler de tous côtés. Donc, les hôpitaux sont... Et on ne peut pas dire même du conseil qu'on va prêter la caille au pop sauti, parce que balle vient prendre mon la caille tout. Même dans la caille, balle vient prendre mon. Même dans la caillou, mais des gens qui ont une camionnette, eh bien, elle perd du bras, parce que la balle a fracassé et son avant-bras. Donc, ce qui arrive, c'est que le premier diagnostic, c'est que les hôpitaux sont surchargés par des plaies par balle. Et aussi les bandits qui sont des monstres. Ils violent les femmes. Donc, dès qu'ils rentrent quelque part et qu'il y a une femme, une jeune fille, parfois même très jeune, eh bien, les bandits abusent d'elle. Et nous avons à ce moment-là, et dans les camps de déplacés, énormément de cas de violence basée sur le genre, pour employer un terme consacré, où les femmes sont violentées, violées, battues, et on doit les emmener en urgence dans les hôpitaux. Des hôpitaux qui n'existent pas. Parce que si vous prenez l'hôpital La Paix, malgré cet effort héroïque que font les médecins qui s'y trouvent, eh bien l'hôpital La Paix ne saurait répondre aux besoins de près de 1 million d'habitants. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, les femmes continuent à accoucher. C'est-à-dire qu'à part cette question de guerre, mais la vie continue.
les femmes tombent enceintes et elles accouchent. Or, je le dis souvent, si vous allez de Furcy au bas de la ville, il n'y a pas une seule maternité publique. De Furcy jusqu'au bas de la ville? Oui, il n'y a pas une seule maternité publique. Elle a dit que nos femmes accouchent, excusez-moi, dans des conditions atroces. Atroces, dont une mortalité maternelle inimaginable. Nous, du secteur de santé, nous sommes discrets par obligation. Nous discutons entre nous, mais pour ne pas affoler la population. Mais c'est clair que le deuxième point, c'est cette histoire des femmes qui accouchent et qui n'ont nulle part pour accoucher depuis Furcy jusqu'au bas de la ville. Quelques-unes arrivent à aller à la Paix, mais à part la Paix, il n'y a aucun hôpital public dans le pays pour accoucher les femmes. Chancerelle n'existe plus. Chancerelle, l'hôpital général n'existe plus. Aucun hôpital n'existe encore, public. Ensuite, il y a aussi le fait de la malnutrition. Comme vous savez, nous étions déjà en famine quasiment, ceci est reconnu. Eh bien, actuellement, avec la dégradation de l'état général, la famine a gagné 10 points. Les Haïtiens ne mangent plus. Donc nous avons des cas d'anémie pernicieuse, nous avons des cas, et je peux dire de kwashiorkor, comme je n'en ai jamais vu de ma vie, des cas de malnutrition chronique, puisque l'Haïtien n'arrive plus à être nourri. Donc en plus de cet état de guerre que nous vivons, nous avons une situation, je ne dirais pas normale, anormale, mais qui a toujours perduré, qui est devenue encore plus catastrophique. Maintenant, docteur, et en termes de ressources, c'est vrai qu'on a une équipe qui est partie, qui est payante pour fuir la violence des gangs, se mettre à l'abri de tout ça avec famille. Est-ce qu'on est capable de dire qu'en termes de ressources humaines, qu'on a une bonne quantité qui t'a disposé par soins santé? Le problème des ressources humaines est un problème qui est de quantité d'abord. Parce que beaucoup de gens ont fui le pays, et pas forcément pour des lendemains meilleurs, parce que nos infirmières et nos médecins et nos pharmaciens qui laissent n'ont pas le droit de pratiquer leur profession à l'étranger. Donc ils ont quitté, mais ils ont fait des emplois au-dessous des normes, puisqu'ils n'ont pas d'équivalence. Mais vu que leur vie est en danger et que rien ne marche, ils ont plutôt largué l'autre bord pour l'autre chance. Donc cette fuite des cerveaux n'est pas pour alimenter forcément les ressources humaines en santé dans les autres pays, c'est davantage tout simplement une fuite de cerveau de Haïti. La deuxième chose, c'est que l'insécurité des rues fait que les médecins n'osent plus sortir. Et vous avez par exemple des cas, et dans tous les hôpitaux, où une femme arrive dans le secteur et veut accoucher, mais le médecin gynécologue dit « je ne peux pas sortir », on tire. L'anesthésiste dit « nous aussi on ne peut pas sortir parce que la route est bloquée, les gens ont bloqué la route, je ne peux pas sortir ». Et la femme qui a fait l'effort de venir parfois sur une porte apportée par sa famille pour arriver à l'hôpital, eh bien nous sommes très embarrassés parce que ni le gynéco, ni le chirurgien, ni l'anesthésiste ne peuvent se rendre à cet hôpital. Et médicaments? Bon, les médicaments, c'est encore pire. Les médicaments, les stocks sont en train de se vider. Dès qu'on a parlé des médicaments essentiels, le gouvernement impliqué, ensemble avec l'organisation internationale, pour rendre disponibles. C'est moi qui ai mal compris la question, ou bien ça a été fait, mais je dis, ce n'est plus pareil, ce n'est plus possible. Et souvent en Haïti, les choses sont à l'oral. Et très souvent, les actes ne suivent pas les paroles. Et pour alimenter le pays en non générique, en médicaments essentiels, d'ailleurs c'est la politique que nous-mêmes nous suivons au DASH, nous n'utilisons pas vraiment des noms commerciaux, on utilise des noms génériques pour être à la portée du plus grand nombre. Eh bien, et c'est pour me dire qu'avec la fermeture de toutes les frontières, plus rien ne vient de l'étranger, même pour alimenter les médicaments essentiels. On a vu que pour le sida et la tuberculose, il n'y a pratiquement plus de médicaments. Donc les sidéens et les tuberculeux n'ont plus accès aux médicaments pour survivre. Aujourd'hui? Actuellement, aujourd'hui. Et d'un autre côté, la production locale est entachée dû au fait qu'elle se situait beaucoup au bas de la ville, à Delma, sur la route de l'aéroport, à Tabar, et que ce sont des endroits de non-droit. Donc ces usines n'arrivent plus à fonctionner.
Donc, ce sont les stocks qui diminuent au fur et à mesure dans tous les hôpitaux. Et nous craignons même peut-être bientôt des ruptures en seringue. Pour vous donner une idée de la gravité. Donc, moi, je suis médecin et je dois avoir la tête froide, comme tous mes collègues et confrères. Mais nous devons quand même tirer la sonnette qu'il faut que les autorités de ce pays reprennent conscience de ce qui se passe et réagissent. Il faut tirer la sonnette d'alarme, et ceci à temps, avant que le trop tard. Avant que le trop tard. Parce que dit mon dernier bagage là, on dit docteur, même seringue, nous risquons pas de gagner en rupture. Puisque nous pas fabriqués en Haïti, et les ports sont fermés depuis maintenant près de plus de mois. C'est-à-dire que même si PAT a une réserve, la réserve est en train de s'amenuiser et la réserve est en train de disparaître. Il faut comprendre la gravité des choses. Nous-mêmes, nous tellement résilients. Ça me pose une question. Diagnostic système, non, les catastrophiques, c'est ce que tu dit tout à l'heure. Oui. Il y a l'agonie. Et le monde continue malade, le monde continue blessé, le monde continue à blesser par balle, mais il n'est pas que ça, docteur. Et mon situation balle a fait une cardiaque malgré eux. On va ressentir ça? Bon, le stress fait que nous avons des crises hypertensives, nous avons un diabète non contrôlé, nous avons des crises d'asthme à répétition, des dépressions nerveuses inimaginables, parfois même des pulsions suicidaires. Donc tout ceci vient aggraver encore la réalité que nous vivons, nous, dans le secteur médical, public comme privé. Est-ce que, bon, écoutez, on va parler de théorie des complotistes, mais est-ce que vous croyez que c'est le fruit du hasard, ou de ça que nous retrouvons là-dedans, aujourd'hui, là, ça qu'a fait, autorité qui pas assumer responsabilité, monde qui a mouru, parce que d'après tableau sont présenté là, docteur, tout le monde, c'est comme si c'est chaque jour compté pour le monde qui vit en Haïti aujourd'hui. Oui, nous sommes en sursis. On est en sursis, c'est la vérité. On est en sursis et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sursis est d'autant plus ridicule que les solutions existent, au moins pour le secteur santé, et je peux dire à court terme. D'accord, il y a des solutions qui existent que nous pourrions appliquer dans les 24 heures. Et ces solutions pourraient déjà donner une bouffée d'oxygène extraordinaire à la population haïtienne. Docteur, le problème ça, Jean là, est-ce que nous sommes capables de dire qu'au moins il y a une bonne partie là-dedans qui est capable de résoudre une fois que l'avion recommence à voler? Est-ce que nous pouvons dire comme ça? Pour moi, on peut agir beaucoup plus vite. Comme il y a des solutions qui, en 24 heures, si elles sont appliquées, que des avions, que des bateaux, que des frontières terrestres, c'est parce qu'il va changer ces donnes-là. Mais ces donnes-là peuvent être appliquées immédiatement. Je vais en donner 2 par exemple, pour nous capables d'éclairer auditeurs et téléspectateurs. Et c'est que tout d'abord, il faut faire un partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Ça veut dire que tout l'hôpital de l'État n'a pas existé encore, à part la paix qui est débordée. Mais n'oubliez pas que nous avons plus de 80 hôpitaux privés à but non lucratif et comme à but lucratif qui sont dispersés à travers l'aire métropolitaine et dispersés de manière stratégique. Parce que nous-mêmes, secteur privé, on a pour ouvrir l'hôpital, nous essayons chaque petite zone pour nous capables de joindre une masse critique, pour nous capables d'offrir les soins de santé. Donc c'est rare pour joindre 2 l'hôpital côte à côte. Donc nous avons fait un déploiement stratégique à travers toute l'aire métropolitaine. Et moi, je pense qu'avec un partenariat public-privé, nous devons avoir des soins de proximité dans tous les quartiers de Port-au-Prince si nous avons un partenariat avec les autorités publiques. Donc là, ça nous a besoin pour ça. Nous avons besoin de sécurité d'abord. La deuxième, si tu permets, la deuxième chose que nous proposerions tout de suite et qui peut être appliquée en 24 heures en par ce partenariat, c'est que nous avons des milliers d'employés du secteur de la santé publique en Haïti. On a fermé toutes les institutions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu les redispatcher dans les structures fonctionnelles au lieu que tout chita la caillou, yo pas cap foyer? Moun qui était chancerelle, qui était à l'hôpital général, qui était à sanatorium, etc. Dans tous les centres de santé de Port-au-Prince, Delma 3, la cathédrale,
Carrefour-Feuille, tous ces centres de santé, où est le personnel? Il ne suffit que d'un mot que le ministère leur dise. Dans les structures fonctionnelles près de là où vous habitez, nous allons vous réaffecter rapidement pour désengorger l'hôpital de la Paix et permettre à la population d'avoir des soins à quelques kilomètres, mètres de là où ils vivent. Docteur Laroche, je me dit dans le commencement et émission matin que où c'est directeur exécutif 20 structures de soins, il y a 9 l'hôpital là-dedans. D'abord, je connais quelle situation aujourd'hui, hein? Combien qui existait, combien qui a fonctionné et comment on va arriver à faire face à la catastrophe ça. Très bonne question. Et je dois te dire que depuis le début des événements, et le DACH a perdu près de la moitié de ses infrastructures. D'accord? Nous avons commencé par perdre l'hôpital Saint-James à Marty 104. Plus récemment, on a perdu celui de Delma 18, l'hôpital Judan. Et nous avons perdu pas mal aussi de centres médicaux. Et DACH Montrouy, DACH Carriès, DACH et Tabar. Et nous avons perdu DACH Cité Soleil, DACH et qui se trouvait aussi à Carrefour-Feuille. Donc nous avons perdu tous ces DACH. Mais heureusement, nous avons quand même un réseau qui est fonctionnel et qui travaille bien. Quand nous avons les hôpitaux qui sont celui qui est de Delma 48, la Croix-Dieu qui fonctionne. À Pétionville, nous en avons 4. Nous avons sur la route de Frères, nous avons aussi à La Boule, nous avons celui du Cap-Haïtien. Et nos hôpitaux sont remplis puisque les gens n'ont pas vraiment d'option autre que d'aller vers ce genre de structure de soins. Nous avons survécu jusqu'à présent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le DACH, d'abord, est alimenté par des systèmes de panneaux solaires. Donc, que gain gaz, que pas gain gaz, que gain EDH, que pas gain EDH, nous arrivons quand même à fonctionner avec l'électricité. Et de même pour l'eau, nous avons des réservoirs qui sont résilients et qui nous permettent de collecter l'eau et de pouvoir garantir l'accès à l'eau à tous nos patients qui viennent chez nous. Nous avons nos propres systèmes de sécurité aussi. Nos structures sont antisismiques parce qu'à n'importe quel moment, la terre peut recommencer à trembler. Il faut aussi se mettre ça en tête. Et nous avons fait aussi en Haïti, enfin au DACH, une stratégie systématique d'emploi de proximité. C'est-à-dire qu'il faut que tous nos personnels puissent venir à leur travail à pied si jamais il y a des troubles dans les rues. Nous avons aussi mis en place un système d'alerte qui sont vert, jaune, rouge, noir, que chaque matin nous déclenchons pour savoir comment nous positionner pour toujours être capable de donner les soins à la population. Donc, et nous tenons plutôt bien que mal, mais nous voyons une vague arriver sur nous que nous serons de moins en moins prêts à faire face, vu que les intrants, le personnel, etc., sont en train de manquer en Haïti. On dit que moitié dans la structure et infrastructure affectées. Si nous avons ton coup sous les, ça fait combien de corps qui est perdu? Je pense que le DACH a dû perdre au moins 10 millions de dollars. Au moins 10 millions de dollars en immeubles, en équipement et en matériel. On a dû perdre aux environs, je pense, de 10 millions de dollars. Et donc c'est quasiment une vie d'investissement, une vie d'effort, comme tout le monde. Parce que la petite marchande, nous sommes le secteur privé au même titre qu'une petite marchande dans les rues. C'est-à-dire que nous solidarisons avec le petit entrepreneur, la petite marchande, c'est la même chose. Nous sommes en train de tout perdre. Et on ne peut pas t'assurer. Les assurances ne fonctionnent pas quand on déclare l'état d'alerte. L'état d'alerte, ça veut dire que c'est un état qui n'est pas normal. Donc, les engagements et assurantiels tombent immédiatement. Puisque sous situation, même l'état périodique, il n'est pas sous contrôle. Donc, les assurances... Mais maintenant, nécessité en est là pour que l'hôpital Saint-Ota recommence à fonctionner. Une fois que la situation sécuritaire est améliorée, l'État reprend ses droits de cité et pas jamais une autorité qui propose pour faire route l'ensemble avec vous. En temps normal, ça n'existe pas.
Ouais, pas l'État pour nous dans ce qui nous concerne pour le moment. L'État n'existe pas. Je n'ai jamais reçu même une lettre de sympathie du ministère de la Santé publique. Même un représentant n'est pas venu voir pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est pour cela que je crois que, je le dis souvent, et les solutions existent, mais il faut des hommes de bonne volonté. Je ne dis pas des hommes compétents, non, parce que ça n'est pas des gens qui sont compétents, mais au moins des hommes de bonne volonté qui font venir des compétences pour faire des think tanks, ce que j'appelle souvent des cellules de réflexion et d'action autour de la santé, pour que dans cette cellule de réflexion et d'action, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aider la population? Même ça, il n'y a pas fait. Donc, il y a tant de connu là, et que c'est eux-mêmes qui redégagent pour rendre fonctionnel, même Jean Saté avant. Tu prends l'exemple, cher Wendell, de l'hôpital général. Depuis le tremblement de terre, ça va faire quoi? 14 ans? Oui, 2010. 14 ans. Est-ce que j'ai jamais rebâti? Est-ce que j'ai jamais rebâti l'hôpital général? Après 14 ans. Avec toute l'aide internationale qu'on a connue, avec toutes les forces de l'État haïtien. On n'a même pas pu rebâtir l'hôpital général. Donc, ce n'est pas des structures de soins privés qui pourraient espérer une aide de quiconque. C'est pour ça que moi... Mais vous avez la volonté de recommencer? Oh oui, définitivement. D'ailleurs, nous avons rajouté des lits là où nous avions des structures fonctionnelles pour absorber ce que nous avions perdu. Ça qu'il ne faut pas décourager. Mon cher, c'est pas seulement un pays, ça. Pour moi, c'est comme un père qui a peut-être plusieurs enfants et un des enfants est sur la mauvaise pente. Est-ce que le père peut abandonner cet enfant? Elle a dit que chaque plus grand ou bien qui plus bon, on les laisse continuer. Mais le petit qui a des problèmes, papa, maman, c'est lui là pour occuper, eh bien pour moi, c'est le cas de Haïti. C'est comme si que son petit qui est difficile, compliqué, a problème. Mais que je pense qu'en Haïti, nous avons tellement de gens de bien que nous pouvons nous pencher sur cet enfant et commencer à lui trouver des solutions. Donc, mes sacs bon espoir qu'un jour, nous avons sorti comme on a et que le pays va pouvoir redémarrer sa vie en avant. Merci, docteur. Nous pourrons prendre une petite pause et puis nous allons pour aborder l'autre question. Tout parce que, pas oublier que nous parlons de santé. Nous avons annoncé que nous avons parlé santé et politique. Et sans ne pas dire, nous allons parler de politique de santé. Nous proposons évidemment tout de suite après Dr Laroche. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur exécutif des hôpitaux d'H, développement des activités de santé en Haïti, le docteur Ronald Laroche, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue. Pardon. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, docteur Ronald Laroche, qui est directeur exécutif d'H, développement des activités de santé en Haïti, qui fait des pertes énormes dans l'occasion crise sécuritaire. Sur 20 structures que le Téguin, près de la moitié sérieusement affectées à cause de climat sécuritaire là. Je dis, il y a des problèmes qui existaient, c'est des problèmes qui concernent parce que tout pays a problème soins, problème médicaments, problème l'hôpital, problème accès aux soins. Et je me songe parmi les dernières questions que me pose le docteur, me dit pour que ça ne va pas décourager, bon, il fait une comparaison, il dit que bon, c'est pas amour pour le pays. Mais est-ce que cet amour-là pour le pays pas fini par ruiner ou même en tant qu'individu, en tant que yomoun qui gagne toute chose sous les épaules, sans que ou pas gagner un support, si vous voulez, encadrement de l'État. L'État, qu'on se dit, qui pas même qu'à occuper même petite personnelle, c'est le cas de l'hôpital général qui est crasé depuis 2010. Pour combien de temps encore vous pensez qu'on est capable de docteur Laroche? Très bien, Wendell. Et m'a dit que, et encore une fois, que
Et moi-même, je suis solidaire du peuple haïtien. C'est-à-dire que même gens que et m'a souffri, ils bandit armé, gang armé, yo a couru derrière, gen problème, mais m'a dit que mettez dans même niveau avec peuple haïtien. Donc je suis un membre intégrant du peuple haïtien et comme nèg intégrant du peuple haïtien, m'a subi toutes conséquences avec peuple là, tant qu'au peuple là. Donc et chaque jour m'a reculé puisque nous pas gain l'autre option que subit ça qu'a fait là. Mais tout autant nous reculé, c'est tout autant nous pour solidifier nous tout. Parce que nous pas qu'à mourir. C'est encore monde qui quitte la caille voisinage, mais voisinage avec lui oblige à réorganiser pour être capable de faire face. Et c'est pour courir nous l'autre quartier encore, il y a obligé de courir nous l'autre quartier pour réorganiser pour faire face. Donc comme j'ai dit, nous sommes un peuple extrêmement résilient et que on prend le commerçant, l'industriel, la marchande, moun qui gen boutique, moun qui gen l'école, moun qui gen transport, qui gen motocyclette, nous sommes tous dans le même panier. Docteur Laroche, m't'a dit ça pendant pause là. Comment vous capable en tant que acteur, quelle explication gagne à ça? Je me songe en 2021, de retrouver aux États-Unis. Et puis brusquement malade, de même penser que c'est Covid me fait mal dans l'hôpital, yo prend soin moi, soit question te poser, me dit est-ce que m'gon assurance. Mais après ça docteur, yo bon soin normalement. Pour qui ça il pas comme ça en Haïti ou en tout cas dans la plupart des centres hospitaliers haïtiens privés ou publics. Pour qui ça il pas comme ça? Est-ce que c'est là nous capables d'adresser l'absence de politique de santé en Haïti? Tu as parfaitement raison, Wendell. Je te félicite parce qu'effectivement, l'une des solutions à moyen terme que nous postulons, c'est question que Haïti vient pour basculer dans le système de sécurité sociale en santé. Système de sécurité sociale en santé, c'est un système qui existait dans tout pays au monde. Il existait, il prend naissance en 1945 avec les pays européens, leur sorti dans la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont commencé par l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, côté ils dit que la santé est un droit et que tout le monde peut joindre gratis, ti chéri. Et qui ça ils ont fait, ils ont mis deux modèles, un modèle contributif, côté que monde qui travaille capable de contribuer, payer, cotiser, et monde qui pas capable de cotiser, c'est l'État payé pour capable de joindre la soignage. Or, en Haïti, après 220 années, jusqu'où nous pas même un système de santé. Et c'est ça qui fait que moi-même, je pense que je suis capable de porter un pile dans les prochains mois, si jamais nous avons des élections, comme sénateur, quand je voudrais faire passer la loi sur bagage qui est la sécurité sociale en santé, pour que belle expérience que tu gagnes à l'étranger, pour tout le monde en Haïti joigne. Le malade ou n'importe qui l'hôpital, public comme privé, n'importe qui docteur, public comme privé, n'importe qui pharmacie, ou bail carte de sécurité sociale, et puis il y a pour recevoir gratis. Naturellement, c'est pour cotiser, nos caisses. Même pense que l'exemple du DASH, qui est une mutuelle de santé, où on demande pour 5... Qu'est-ce que ça requiert? Qu'est-ce que ça a besoin pour faire transformation ça en Haïti? Pour faire transformation ça, il faut une loi. C'est les lois sur la sécurité sociale. Il est vrai que le gouvernement peut aussi travailler par décret, mais ce serait une solution envisagée aussi que décréter la loi sur la sécurité sociale, leur problème insécurité arrangé. Puisque à l'heure actuelle, notre urgence primaire, c'est de ne pas mourir, oui, de ne pas disparaître. Mais dès que la fond accalmie, moi-même pense que nous devons attendre les professionnels du système, comme nous avons fait un comité de réflexion et d'action pour nous préparer une série de décrets ou une série de lois pour que nous soyons capables de décréter les systèmes de sécurité sociale en santé. Et ceci pour les 11 millions d'habitants. Là, moi, au tout fait une annonce, docteur. Annonçant, c'est que ou un projet pour devenir sénateur de la République, déjà c'est un défi de taille qu'on accepte et vous pensez qu'on ne va pas vous barrer la route puisque les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques ont souvent la vie dure, docteur. Écoute, je sais que ce ne sera pas, on n'essaie pas pour combattre cap facile, mais
docteur toujours habitué Goumet contre la douleur, la souffrance, la mort. Donc, moi, je crois qu'après expérience de toutes nombreuses années, ça a même montré qui ça Dash fait dans l'ère métropolitaine et au Cap haïtien. Moi, je pense que moi, j'ai non seulement l'intégrité, mais aussi la compétence et le patriotisme pour que moi capable de contribuer aux politiques publiques dans le domaine des lois et des décrets. Depuis combien de temps on a pensé à ça? Mon cher, chaque jour plus évident pour moi que si nous parlons complot de gens de bien, excusez-moi l'expression, un complot de gens de bien, que tout le monde qui est gens de bien, pour mettre tête ensemble, pour nous capables de venir avec des solutions pour le pays noir. C'est un complot des gens de bien. Donc nous avons une évidence, plus le temps passe, que ce complot de gens de bien sera la solution pour Haïti. Une nouvelle gouvernance, une gouvernance respectée, respectable, comme je dis, intègre d'abord, compétente ensuite et patriote. Complot de gens de bien. Oui, mais moi, pas évoquer question éducation, parce que nous habitués avec une question de 1000 gouttes pour vote, et on pense à ça tout. Bon, évidemment, on parlait de complot des gens de bien, mais quand même, ça va empêcher que gagner des pratiques qui pas trop catholiques en Haïti, je dis. Moi, je ne pense pas à l'élection parce que je connais que si quantité de monde a besoin, je ne peux pas gagner autant de 1000 gouttes pour me bailler. Donc, ou même, est-ce qu'on pensait à ça, à ces obstacles-là, si vous carrez le conseil, et puis il y a des gens qui déjà ont une ambition, mais qui pas réunis, sont réunis là comme atout. Une vingtaine de centres hospitaliers déjà qui ont fonctionné, et donc c'est déjà un atout que ça est pour par rapport à l'autre monde. Est-ce qu'on pensait à obstacles, docteur? Bon, tout d'abord, je vais te dire que la politique, c'est un rapport de force. Si mon yo gagne 1000 gouttes, il y a observé que ça yo gagne. Moi-même, j'ai un complot de gens de bien pour le faire. Donc, je vais mettre ça sous balance là, soit prendre 1000 gouttes, ou bien rentrer dans le complot des gens de bien. C'est choix. Et je pense oui, mais docteur, que même... On va oublier, docteur, thème corrigé rapide, sans vouloir vous interrompre. Il y a des gens qui disent ventre affamé n'a point d'oreille. Mon 1000 gouttes là, c'est pour le manger. Eh bien, je ne peux pas penser ça, non, moi-même. Dans le sens que on veut faire encore que Haïti a son pays miséreux, un pays que le monde n'a pas gagné, etc. Ce n'est pas vrai. L'Haïtien fonctionne. Ils sont habillés, ils ne mangent pas à leur faim, c'est sûr. Mais l'Haïtien est très honorable comme peuple. Et moi, c'est tout pour marcher dans l'église, tout pour marcher dans une petite formation professionnelle. Même paysan, ils connaissent sacré les avantages. Ou pas que paysan 1000 gouttes qu'on y a. Paysan connaissent ça le vle. Donc pour moi-même, il s'agit... Non, parce que 1000 gouttes là, pas représenter grand-chose qu'on est là. Oui, mais écoute, qui peut donner les 1000 gouttes? Et si on devait voir ça différemment. J'aimerais que un pays a évolué, je ne vais pas prendre un piège 1000 gouttes là encore. Il fait trop de temps à tomber dans le piège pour reprendre un 1000 gouttes là. Mais en plus de ça, ces 1000 gouttes doivent venir de quelque part. Vous savez que pour moi, le boulevard est ouvert, puisque beaucoup des oligarques politiques et beaucoup des oligarques économiques sont sous sanction. Ils connaissent, si on met une goutte de yoa, ils ont un problème. Donc pour moi-même, et cette option de distribuer des 1000 gouttes à tort et à travers, il faut encore avoir les moyens de le faire. Et moi, je pense tout qu'un pile monde capable de solidariser avec un complot de gens de bien, parce que 1000 gouttes là, à des fins perdues, que 1000 gouttes là, justement, pour payer capable de construire tête li. Donc moi, je suis très optimiste et moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle. On retourne maintenant, docteur, sur le fonctionnement de Dash. Qu'est-ce qu'il vous faut pour y accéder, qui sont besoin, sous malade pour la donne, soit mandé? Nous avons mis sur pied 2 systèmes. Nous avons un système de sécurité sociale où on fait partie d'un groupe et nous avons payé à peu près 500 gouttes par mois. Et du moment que vous payez 500 gouttes par mois, vous avez droit à tout d'achat gratis, vous ne payez pas rien. Vous ne payez pas payer docteur, médicaments, laboratoire, cabane, l'hôpital. Alors, sous tête 500 gouttes là? Sous tête 500 gouttes là. Yeah. Mais vous devez faire partie d'un groupe et vous devez cotiser à travers ce groupe. Actuellement, nous avons 40 000 assurés qui paient régulièrement. Et ce n'est pas comme d'autres structures côté au force au pays, non. C'est des cotisations volontaires où les gens se mettent ensemble et disent, écoutez, on pour assurance dans mes Dash, mais nous, chaque nous baille 500 gouttes, ou bien nous, chaque nous baille... Combien de monde pour qu'il y ait dans le groupe là? Un minimum d'une dizaine de personnes.
mais ça doit être un groupe fonctionnel. Ça veut dire que c'est pour entreprise, ou organisation, ou commerce, pour que structurer, pour être capable de cotiser, pour être capable de joindre une carte assurance là. Le deuxième volet, c'est le volet de protection sociale, côté que tout le monde, quel que soit son âge et son état de santé, ou fait que font accident motocyclette, ou fait que font stroke, ou doit acheter 4 protections sociales, tout, qui pour 500 gouttes toujours, ou balil pour 3 mois, ça fait 1500 gouttes pour 3 mois. Alors, si je connais, est-ce que pas gagner un service personnalisé, un service individualisé, par exemple? Est-ce que je ne peux pas lever et me dire que bon, je fais cavalier seul, je vais l'assurer tête, moi, ou bien est-ce que je ne peux pas dire que je vais assurer famille? Ou capable de faire dans la protection sociale, là. Côté, moi, dire que nous baillons 1500 gouttes pour 3 mois, et avec ces 1500 gouttes, ou avons basket ou un panier de services que vous joignez. Pour 1500 gouttes pour 3 mois, vous pouvez payer docteur Nadash. Tout docteur, il y a 70 docteurs gratis à votre service. Nous gagnons tous les médicaments, côté nous baillons à 150 gouttes, quels que soient les médicaments selon nos génériques. Et nous donnons aussi tous les examens à 150 gouttes, quel que soit l'examen. Et si vous entrez à l'hôpital, vous avez des packages que vous joindre pour accouchement, césarienne, hospitalisation et chirurgie, qui c'est timoné. Vous dites quel que soit l'examen, docteur? 150 gouttes, quel que soit l'examen. Donc, si vous avez 2 examens, ça va faire 300 gouttes, etc. Et Wendell, je vais te dire que nous avons tellement maîtrisé les systèmes de santé que nous moins chers que l'hôpital général. L'homme on voit l'hôpital général, premièrement, il y a une pharmacie. Donc, il y a une prescription pour aller acheter une pharmacie privée qui est en face là. Dernièrement, j'ai eu un problème, j'ai besoin de médicaments pour le monde. Et je me dis, je ne vais pas retourner dans le Dash pour m'acheter des médicaments pour 150 gouttes. Puisque au Dash, tous les médicaments sous leur nom générique sont à 150 graines gouttes, quel que soit le médicament. Oui, mais il faut que c'est dans l'hôpital là où sorti. Il faut que c'est l'hôpital avec une prescription. Oui, c'est pour regarder dans le Dash que le docteur a une prescription. Et puis, il y a un médicament pour 150 gouttes. Mais comme j'étais dans la rue, je me dis, je ne vais pas tourner juste dans le Dash. Qui est rentré dans la pharmacie ça, devant l'hôpital public, qui est acheté des médicaments. Le pharmacien, quote unquote, il garde des prescriptions, il dit, bon, médicament, ça va, 11 000 gouttes pour lui. Devant l'hôpital, l'État qui a occupé mon pauvre. Moi, je dis 11 000 gouttes. Il dit, oui, c'est pour médicament, oui, c'est 11 000 gouttes devant l'hôpital là. Moi, je dis 11 000 gouttes. Et puis, moi-même, qui c'est secteur privé, je vais à 150 gouttes, ou même je vais à 11 000 gouttes. C'est pour te montrer que le pays doit être fait. Le pays peut être fait. Les cas ça représenté comme ça, docteur, ou pas documenté, et puis pas de recours non plus après ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut un État. Même si marché en libéral, c'est vrai, même pas qu'on a arrivé à un niveau ça. Écoute, on peut comprendre 150 gouttes là, au grand maximum, il est capable de passer à 1000 gouttes. Mais à 11 000 gouttes, docteur, on est d'accord que c'est pas normal. Sous le nom commercial, c'est 11 000 gouttes. Bel papier, belle boîte, bel dépliant, belle toute bagaille, mais c'est même petit grain. Il doit payer 11 000 gouttes. Comme le peuple n'a pas l'éducation que l'État connaît, regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les médicaments sont sous les noms génériques. Le pays le plus riche au monde, c'est sous les noms génériques. Nous-mêmes, Haïtiens, qui est ce pays le plus pauvre au monde, nous jouons moyen pour même petit grain 11 000 gouttes. Est-ce que Mounio Paka dit, écoutez, moi-même, c'est 150 gouttes, je vais me vendre la caméra. Je ne pas dire comme ça. Ou même pour ça, ou je ne suis pas. Ou je ne suis pas organisation internationale, ou j'ai une aide de l'extérieur. Il n'y a pas de tout ça? Il a toujours dit ça, que ça d'achat faire, c'est parce que je une aide. Eh bien, je dis encore, réitérer, je ne jamais joindre, pendant les 38 années que nous fonctionnons, une goutte, ni de l'État, ni de l'international. Nous avons pris chaque pot, chaque céramique, chaque microscope, chaque buffet. Nous avons pu construire notre pays au point de vue santé sans aucune injection que quelle que soit entité, que le national ou international. Et c'est ça que toute fierté, moi. J'en connais, c'est ça, m'étudier à l'étranger, la mise sur pied des systèmes de santé. Donc, dans une faire une carrière internationale. Même te dit non, qui t'aime tourner à Haïti pour me faire. Lorsque semaine dernière, on apprend que il y a des organisations qui impliquées dans la question des soins qui annonçaient qu'il y a suspendre l'activité. Le cas de Médecins sans frontières, par exemple. Qui ça dit? Médecins sans frontières, encore une fois, et Wendell, c'est très encourageant.
on a besoin d'eux, nous obliger et accueillir, accepter, encourager. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des Haïtiens. Pourquoi ça, moi-même, Bado, me fermé? C'est parce que je ne suis pas une ONG qui vient là pour faire une charité. Moi-même, pas charité, je fais. Je construis un système de santé. Donc, c'est là la différence entre les institutions indigènes, endogènes, et les institutions rapportées. Donc, pour moi, avec un système de sécurité sociale, eh bien, dans les 11 millions d'Haïtiens, je le répète, eh bien, on a fait tout le monde joindre aux 4 sécurités sociales pour tout le monde dans les 10 départements qui ont accès à la soignage. Et le corollaire, c'est que nous allons organiser des mutuelles de santé, un réseau national de mutuelles de santé dans les 10 départements avec cette loi, pour que quel que soit côté ou à cotiser pour 500 gouttes ou 250 gouttes, nos mutuelles de santé qui boit la caillou, et avec mutuelle ça, ou à joindre la soignage gratis, tout côté que mutuelle la a contrat avec des docteurs et puis des l'hôpital. Est-ce que nous sommes capables de dire, bon, ce n'est pas une activité sacerdotale, je ne vais pas dire comme ça, mais est-ce que nous sommes capables de dire que chaque monde qui décide de mettre tête dans la question l'hôpital en Haïti, c'est un héros, nous pouvons dire comme ça? Certainement. Ce sont des héros et je m'incline bien bas devant d'abord les jeunes médecins, les jeunes infirmières, les jeunes auxiliaires qui ont embrassé le système de santé pour être capable de faire vie, pour être capable d'aider les gens. Et bien, les gens, ça y est arrivé en situation côté qu'il y a évolué dans un environnement qui n'est pas propice à rêve. Donc vraiment, et ça fait 38 ans que je suis professeur à la faculté de médecine d'État. Et c'est coup ça m'a appris à étudier l'économie de la santé, c'est-à-dire comment faire le financement dans les systèmes de santé. Eh bien, tout le temps m'a encouragé les jeunes que c'est eux-mêmes qui pour bâtir Haïti, c'est eux-mêmes qui sont des héros, c'est eux-mêmes qui pour tendre ça y a pas prendre pour être capable dans les 10 départements monter des systèmes de santé. Tu me profites sous trac ça saluer responsable l'hôpital Fontaine qui est dans Cité Soleil, Josulis, pour le travail qu'il a fait, que les femmes connaissent qu'il a fait, malgré l'hôpital qui était dans Cité Soleil fermé, lui-même il continue à évoluer. En aller, et jeudi, qu'est-ce que le monde doit faire si dans une zone côté il n'y a pas de dash? C'est une question délicate, oui, puisque au fond, nous sommes en train de nous replier. Puisque tout autant que nous n'avons pas avancé, nous-mêmes, quand tout le monde n'a pas replié, non. Donc, mais au moins, si les gens se replient dans des quartiers qui existaient déjà. Excusez-moi, je dis, si je comprends, pour les région métropolitaine, en termes de structure publique, c'est la paix. Seule là. Et la paix, il dit, moi, nous faisons un reportage sur ça, les submergés de blessés, trop de monde a pris balle marron, trop de monde a blessé dans l'affrontement tout. Et il y a plein de monde qui a déjà l'autre problème, maladie chronique et autres. Donc, ceci dit, situation librement catastrophique. Qui ça au monde de faire aujourd'hui? Souvent, headache, alors excusez-moi de me dire comme ça, souvent, un mauvais tête fait mal qu'on ne pas compte quand elle sortit. Bon, premièrement, il y a un bail ponctuel. Comme nous avons presque près de 50 à 60 l'hôpital privé dans Port-au-Prince. Et il y a la donne qui a un non lucratif. Et tout l'hôpital, il y a mais il y a un pile, sous 50 à 60. Ah oui, moi-même, c'est président fondateur de l'association des hôpitaux privés d'Haïti et je suis encore membre du conseil d'administration. Eh bien, en tant que membre de ce conseil, je suis capable de gagner entre 60 et jusqu'à 80 sur l'hôpital qui, dans l'ère métropolitaine, a fonctionné. Combien a fonctionné aujourd'hui? Ah, il y a un pile. Non, malgré le problème, non? Oh oui. Ce sont des petites structures, mais les gens n'ont pas les moyens d'accéder. C'est pour ça que l'hôpital, c'est pour ça que le ministère de la Santé publique doit faire un partenariat public-privé, côté que nous chitons avec eux sur table, côté nous capables de négocier, qui nous capables d'aider la population. Comme ça veut dire que le partenariat public-privé t'a aidé nous permettre que l'État présent côté le pays, je veux dire. Exactement. Comme dans tous les pays du monde. C'est possible alors? C'est très possible. Il suffit que le ministère actuel demande à l'Association des hôpitaux privés et à l'Association médicale haïtienne, à l'Association des pharmaciens, à l'Association des infirmières de se réunir autour d'une table. Et puis pour nous, qui ça nous capable de faire?
Et deuxièmement, j'aime t'ai dit puis devant, c'est que demander à tous ces employés de l'État qui n'ont pas où aller actuellement, aussi au niveau des hôpitaux comme des centres médicaux, est-ce qu'on ne peut pas les réaffecter à ces structures existantes pour au moins nous capables de faire aux consultations, PQ, servir avec eux gratis, puisqu'ils sont déjà payés par l'État. Nous-mêmes, secteur privé, peut-être, n'a balancé son lot axiome pour nous capables de continuer à faire travail nous et évoluer. Qui possibilité de supervision qui existait pour que le soin que a ce n'est pas un soin au rabais, docteur? La médecine, et comme je dis, nous avons fait le serment d'Hippocrate. Ça veut dire que nous sommes là pour nous sauver le monde. Pour nous sauver le monde, on ne peut pas sauver le monde pour avoir des soins de qualité. Ça va de soi. Donc, et nous devons être, moi-même personnellement dans DASH, tout docteur et infirmière que nous gagnons, ce sont des infirmières et des médecins licenciés. Ça veut dire que c'est l'État qui dit que mon est compétent et que est capable. Ce n'est pas moi-même qui dans la rue qui a ramassé moun. L'État leur donne une licence qui devrait nous donner la garantie que ce sont des structures, des personnes qui sont formées. Deuxièmement, c'est pour nous faire attention pour que nous ne pas joindre des médicaments falsifiés ou bien des médicaments périmés ou bien des médicaments qui pas à la hauteur de dosage. Donc là encore, ça c'est nous-mêmes qui nous devons être sûrs que nous avons accès à eux-mêmes. Troisièmement, nous avons pour nous doter tête des équipements et du matériel. Tout à l'heure, je ne pas dit, même pas profiter d'île, dans DASH nous-mêmes, nous avons des concentrateurs d'oxygène. C'est-à-dire nous pas acheter bonbonne de gaz encore. Lorsque nous venons là, nous prenons première fois, nous ne sommes pas capables d'acheter bonbonne. Eh bien, depuis lors, nous avons équipé tous nos hôpitaux de concentrateurs d'oxygène. Parce que notre mission est de sauver les gens, qu'on dans le secteur public, qu'on dans le secteur privé. Donc pour moi, et c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui parfois respectent les normes, mais la vaste majorité des médecins, la vaste majorité des infirmières sont des gens extrêmement honorables et nous sommes capables de compter sur eux pour être capables de faire le maximum. Docteur, récemment, nous avons un reportage que nous avons fait là, qui a fait état de questions médicaments, justement. Docteur Jean Cantave, qui est son oncologue, il était évoqué possibilité pour que monde qui souffrit d'un cancer, par exemple, ait un problème médicament. Ou au courant de ça, tout, docteur? Évidemment, je crois que c'est un des drames que nous vivons, c'est l'accès aux intrants. De seringues bientôt, mais les intrants des médicaments. Et j'aimerais dire l'entour, et l'oncologie fait partie de stade tertiaire de santé. C'est-à-dire nous avons d'abord primaire, secondaire et tertiaire. Donc, premièrement, c'est les soins de base dans les cliniques et dans les centres médicaux. Là, déjà, nous n'avons rien. Secondaire, c'est les hôpitaux. Comme nous avons une destruction générale des hôpitaux. Quand il y a tertiaire là, c'est l'oncologie. Actuellement, il y a, comme je te l'ai dit, il n'y a ni médicaments pour le sida, VIH-sida, ni médicaments pour la tuberculose. Et on me dit au CAI, la rupture serait déjà totale. Port-au-Prince, moi-même, il y a des gens qui ont pris le docteur, ils ont été boulés centre là, côté qu'on a pour tuberculose, médicaments pour tuberculose. Qui ça va faire pour nous? Et moi, je leur dis, écoutez, je vais contacter tel hôpital qui existe encore, qui serait alimenté, allant à l'hôpital ça, pour voir si pas besoin de médicaments. Parce que le docteur Ardouin, qui est responsable du sanatorium, tu as un pile pour le dire dans le cas ça, étant donné que le sanatorium là, est en bas vente Grand Ravine. Ah oui, vous avez vu les photos. C'est-à-dire que c'est une jungle maintenant. C'est une jungle. Même dans c'est une jungle. Puisque plus personne ne va là-bas et l'hôpital est devenu une jungle, comme le bas de la ville. Gros pied bois pour pousser la donne. Dans l'hôpital là? Ah oui, j'ai vu les photos passer sur le net. Gros pied bois qui est poussé dans l'hôpital sanatorium. La nature a horreur du vide. Donc gros pied bois a poussé. Docteur, c'est triste. Ça va décrit là. Mais ça peut empêcher que je me pose une question. Ça ne qu'a fait rapidement. Ça ne qu'a fait vite. Bon, d'abord, c'est le retour à la sécurité. Et c'est pour ça que le CPT devra comprendre que c'est pour suspendre jouer. Il a fait des guerres fratricides, il a essayé des postes de gouvernemental, d'organisations autonomes. Non, pour moi,
D'ailleurs, j'aurais fait un cabinet de guerre. Cabinet de guerre, là, ça veut dire son grand ministère que fait, qui est intérieur, défense, finance, affaires étrangères, justice. Mais éliminer tout ministère pour le moment, mais tout on hold. Pour me capable de concentrer force, pour me capable de sauver Haïti dans sa lia. Vous avez éliminé la santé, là. Oh, c'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats. La santé va devenir un support à l'action qui se fait, là, le support humanitaire. Mais afin de toute bonne ministère, secrétaire d'État, ce n'est pas le moment. Le moment est à l'urgence. Le moment, c'est de réunir ses forces pour adresser le problème qui est plus crucial là. Qui c'est sécurité. Qui c'est sécurité là. Donc là, ouais, il a fait des réunions pour lever des fatras dans les rues, il a fait des réunions pour être capable... Nous, pas dans ça encore. Ils ne comprennent pas. Pour nous, c'est... Combien de temps tu as tête pour ça? Est-ce que vous dites que nous avons fait un ministère, un cabinet de guerre, pour me prendre parole loi, un cabinet de guerre, est-ce que c'est pendant 3 mois, ou bien pendant 6 mois, ou bien pendant 1 an? Pendant 3 mois renouvelables. Et j'aurais fait aussi un mariage, comme ça, je l'ai été l'un des premiers à le dire, c'est pour nous faire un mariage, PNH, et l'armée, FADH, et la population. Et nous demandons des populations que FADH avec PNH prennent encadrer et nous prennent récupérer quartier vraiment. Jodi, on a pris Solino, PNH, FADH, et nous demandons des populations retourner. C'est eux même tout qui pour mettre Babio à la trempe. Sinon, nous n'allons pas y arriver. C'est là, c'est le mariage. Il faudrait, même selon moi, décréter ce qu'on appelle, par décret, le retour aux brigades de vigilance. Nous demandons à la population de s'organiser. Nous leur donnons 3 mois. Nous leur donnons 3 mois pour leur permettre de récupérer les zones de non-droit. Donc, vous avez demandé pour un décret qui consacre ça? Un décret à la guerre comme à la guerre. Et c'est cette urgence que moi-même, pas ouais, on a demandé pour des postes électoraux ou pour des postes gouvernementaux. Nous n'en sommes pas là. Il nous faut passer à autre chose. L'urgence, c'est le problème sécuritaire. Un auditeur qui dit, c'est correct, docteur, puisque nous sommes en guerre. On dit qui dit ça. Donc, ou même, vous préconisez, si il y a un CPT, capteur de nous là, pour un décret qui consacre l'existence ou le fonctionnement des brigades de vigilance, et puis en même temps... Encadré de la PNH et des FADH, et tous ensemble, nous reprenons contact, nous reprenons contrôle des quartiers. Et puis, Bois-Calais, vous l'avez dit? Non, nous sommes humanistes. Pas dans Bois-Calais. Non, pas dans Bois-Calais. Mais on a une brigade de vigilance. Même dans la brigade de vigilance, et c'est pour faire bandit reculer. PNH, FADH. Parce que quand ils prennent un quartier, qu'ils se retirent, on n'avance nulle part. Il faut camper le positionnement. Il y a une chose aussi, Wendell. Par exemple, nous avons soi-disant des Kenyans. Je dis soi-disant. Mais ils sont tous enfermés dans une caserne à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous avons droit de dire, écoutez, nous voulons fermer tête nous, maintenant fermer tête nous dans le palais national. Au moins, nous avons une présence physique, même si nous cachons, mais au moins au centre-ville, au palais national, qui est le plus grand symbole de l'État. Mais on ne peut pas dire que vous cachez qu'il n'y a pas d'aéroport. Et puis malgré ça, il y a un petit réseau avion. Et bien, un petit réseau avion encore. Donc, moi, je pense que le complot de gens de bien, pour reprendre mon expression, va apporter des solutions à tous les niveaux en Haïti quand nous sommes des gens de bien et nous pas n'exotes. Mais il faut ce complot de gens de bien pour pouvoir sauver Haïti. De content, docteur, échanger, de content pile tendéo et m'espère qu'il y a un bagage qu'on dit là qui fait un peu, qui a dérangé le monde, mais qui a fait un peu l'autre monde plaisir tout. Bon, vous parlez de complot, la nécessité d'un complot des gens de bien et pour sauver Haïti, pour retirer dans sa quenille là. Docteur, merci en pile, merci pour disponibilité, merci surtout parce que tu réponds à l'invitation. Écoute, Wendell, ça a été toujours un honneur pour moi d'être ton interlocuteur. Tu es un homme tellement intelligent et un homme visionnaire. Merci. Donc, moi, merci infiniment, me féliciter et moi, merci tous les téléspectateurs et tout le monde qui est dans la radio, qui suit Radio Métropole, Télé Métropole, aussi bien à Port-au-Prince, dans l'île et à l'étranger. Et moi, merci nous tous. S'il vous plaît, on fait un complot de gens de bien pour nous capables de sauver Haïti. Et je suis monde sérieux qui a interagi avec moi, là, qui est d'accord avec vous. Ben, on connaît tout. En pile, nous ne sommes pas d'accord, il ne peut pas réagir, mais il y a un pile qui est d'accord, qui réagit avec nous là. Kembela, docteur, bonne chance et succès. Merci Wendell, merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. C'était le docteur Ronald Laroche.
Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.